Bienvenue à cette analyse sur mesure. Aujourd'hui, on plonge dans l'architecture d'une relation, une relation De poids lourd. On s'adresse à un leader, un esprit vif, analytique, un bâtisseur. Et la mission, c'est de décoder le défi numéro 1 du couple, ce qu'on appelle le grand écart émotionnel. Pour faire ça, les sources nous proposent une grille de lecture, un peu spéciale, l'astrologie. Mais attention, là, on ne l'utilise pas comme une boule de cristal. C'est plus comme un système de diagnostic de personnalité pour comprendre les systèmes d'exploitation de chacun. C'est la meilleure façon de le voir. C'est une carte, pas une destination. Et pour aller droit au but, là, voici la synthèse exécutive de cette carte. Les 3 points stratégiques à retenir. Premièrement, la friction centrale. C'est pas un problème de compatibilité. Ah, OK. C'est vraiment un choc. Un choc entre 2 langages émotionnels. Deux langages. Tu as besoin de silence pour intégrer. Ça, c'est la terre. D'accord. Fait qu'on a un qui pense à voix haute et l'autre qui pense en silence. C'est ça. Et pour la personne R, le silence de l'autre est assourdissant. C'est un vide. Pour la personne terre, la parole de l'autre, c'est du bruit. Ça l'empêche de se concentrer. Deuxièmement, la force de la relation, son ADN, là, c'est une alliance intellectuelle et structurelle qui est exceptionnellement puissante. C'est comme le châssis en titane qui peut contenir un moteur surpuissant. Exactement. Le moteur peut surchauffer, mais le cadre, lui, il brisera pas. OK. Et troisièmement, la clé du succès, c'est pas de changer l'autre. Ça, c'est impossible. C'est de construire un protocole de communication sur mesure, un genre de traducteur universel entre leurs deux langages. Bon, là, on a le portrait global. Si on se met à décortiquer ça, on commence par où? J'imagine qu'il faut d'abord vraiment comprendre c'est quoi ce grand écart. On commence par le diagnostic. Parfait. Pour visualiser la dynamique, les sources utilisent une analogie que je trouve vraiment parlante. Imaginez un duo de musiciens de génie. Jean-Christophe, lui, c'est le guitariste de jazz. Il a besoin d'improviser à voix haute pour trouver sa mélodie. C'est un chaos créatif, tu sais, les notes partent partout. Stéphanie, elle, c'est la compositrice de musique classique. OK. Elle a besoin d'un silence absolu pour écrire la partition dans sa tête. Chaque note est pesée, structurée. Si on les met dans la même pièce pour créer en même temps, ça donne pas une symphonie, ça donne une cacophonie. C'est une analogie parfaite. En astrologie, on appelle ça le choc des lunes. Le choc des lunes. Oui, la lune, dans notre thème, c'est notre disque dur émotionnel. C'est pas réfléchi, c'est notre réaction instinctive à chaud. Pour Jean-Christophe, on a une lune en Gémeaux. Gémeaux, donc. Communication. Communication, exactement. Un besoin viscéral de parler, d'analyser, de mettre des mots sur ses émotions pour les comprendre. C'est le principe de si on peut le nommer, on peut le gérer. Si on n'en parle pas, le problème grossit. Le silence, pour lui, c'est un voyant rouge qui clignote sur le tableau de bord. C'est anxiogène. Précisément. Et en face, on a Stéphanie, lune en Capricorne. L'opposé. L'archétype du signe de terre. Pragmatique, structuré, son besoin instinctif à elle, c'est le contrôle, la solitude et le silence pour gérer ses émotions. Elle a besoin de se retirer pour analyser la situation froidement, sans le bruit des autres. Donc, une discussion en pleine tempête, pour elle, c'est Jean-Christophe va chercher la connexion. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que tu ressens. Il veut des données. Stéphanie, elle, va se murer dans le silence. Ou pire, elle va se plonger dans le travail. Tellement Capricorne. Et c'est là que le cercle vicieux s'enclenche. Lui, il interprète son silence comme un rejet, une punition. Il se sent abandonné. Elle, de son côté, elle perçoit son insistance comme une agression, une pression qui l'empêche de réfléchir. Chacun, en essayant de se sécuriser à sa façon, déclenche l'insécurité de l'autre. C'est ça le grand écart. OK, là, on touche à quelque chose de contre-intuitif. D'habitude, on verrait ça comme des défauts, des signes d'incompatibilité. Mais les sources insistent pour dire que ce sont des défis stratégiques. Ça change tout. Pour comprendre ça, on regarde Vénus. Vénus, c'est notre langage de l'amour, le love language. Jean-Christophe a Vénus en Cancer. Le Cancer, c'est le foyer, la sécurité. Il cherche un amour cocon. Le gardien du fort. Exact. Il veut bâtir un nid douillet. Et Stéphanie, Vénus en Sagittaire, l'exploratrice, elle a besoin d'aventure, d'espace, de liberté intellectuelle. Pour elle, l'amour, c'est un voyage, une quête. C'est le combat éternel entre on commande une pizza devant Netflix et j'ai vu des billets d'avion pas chers pour demain. C'est un tiraillement constant entre le besoin de Racine et le besoin d'elle. C'est exactement ça. Et ça nous amène au deuxième défi, le ciment de Saturne. Il y a un aspect astrologique difficile dans leur carte. Pour faire simple, le Saturne de Jean-Christophe forme un angle de tension, un carré,
avec la lune de Stéphanie. Ouf. Saturne puis un carré, ça sonne lourd, ça. Ça sonne un peu comme une prison. Ce devoir, est-ce que ça risque pas d'étouffer la joie? C'est une excellente question et c'est le piège de cet aspect. Saturne, c'est la planète de la structure, de la responsabilité, des leçons. Un carré, c'est une friction qui force à bâtir quelque chose de solide. Donc oui, au quotidien, ça peut créer une sensation de froideur, de restriction. Mais dans le grand portrait, c'est la colle de la relation. C'est pas romantique, c'est structurel. Précisément. Cet aspect les lie par un fort sentiment de devoir, d'obligation mutuelle. Donc, quand les émotions partent dans tous les sens, c'est cette structure-là qui tient le coup. C'est ça. C'est ce qui assure la solidité dans les crises. Quand tout tremble, Saturne les empêche de tout laisser tomber. C'est le lien des bâtisseurs, pas juste celui des amoureux. C'est un engagement qui va au-delà de l'humeur du moment. D'accord. Donc, on a un choc émotionnel, une tension entre sécurité et aventure et une colle faite de devoirs. Honnêtement, en entendant juste ça, on pourrait se demander comment ça peut fonctionner. Qu'est-ce qui empêche tout ça d'imploser? C'est quoi les fondations? C'est le point crucial, parce que malgré les défis, cette relation est bâtie sur du béton armé. La première fondation, et c'est leur super pouvoir, c'est l'alliance intellectuelle. Ah! Malgré le chaos émotionnel, leurs têtes fonctionnent ensemble. Leurs esprits sont parfaitement synchronisés. Ils ont une synergie magnifique entre leurs planètes de communication, Mercure. Ils parlent le même langage, efficacité, concret, résolution de problèmes. C'est comme si le conseil d'administration fonctionnait parfaitement, même si les ressources humaines sont en crise. Est-ce qu'ils peuvent activer ça consciemment quand ça va mal? Absolument. C'est leur meilleur outil pour désamorcer les drames. En plus, il y a l'étincelle d'Uranus. Leur connexion mentale est électrique. Ils se stimulent, se défient. Ils sont de meilleurs amis intellectuels. Quand ils sortent de l'émotionnel, ils redeviennent une machine de guerre. J'aime cette idée. La deuxième fondation. Le pilier numéro 2, c'est le filet de sécurité émotionnelle. Et ça, c'est le grand paradoxe. Malgré le choc des lunes, il existe un aspect incroyablement protecteur. On garde Jupiter, le grand bienfaiteur. Le Jupiter de Jean-Christophe est parfaitement aligné avec la lune de Stéphanie. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Jean-Christophe, par son optimisme naturel, agit comme un protecteur bienveillant pour la nature plus réservée, parfois pessimiste, de Stéphanie. Il a une capacité quasi magique pour la rassurer, lui remonter le moral. C'est fascinant. Il est à la fois l'agitateur et le filet de sécurité. C'est toute la complexité. Donc, même quand il est la source de son irritation, il est aussi, fondamentalement, sa plus grande source de réconfort. Et enfin, pilier numéro 3, le contrat karmique. On regarde un astéroïde Junon, qui symbolise le partenaire de vie idéal, le contrat de mariage. Et là, on a une conjonction magique, une fusion parfaite entre la Juno de Jean-Christophe et la Vénus de Stéphanie. Attends, si je comprends bien, ce que Jean-Christophe cherche dans un partenariat à long terme, c'est exactement l'énergie amoureuse que Stéphanie incarne. C'est exactement ça. Ce que son âme cherche chez une partenaire pour la vie, c'est précisément la signature amoureuse de Stéphanie. C'est un des indicateurs les plus puissants d'un partenariat de destin, pour le très long terme. C'est comme si leurs âmes avaient signé un contrat avant même de se rencontrer. On peut le voir comme ça, oui. D'accord, c'est puissant. On a le diagnostic, les défis, les fondations. Mais un diagnostic sans prescription, ça sert pas à grand-chose. On arrive à la boîte à outils. Comment on navigue ce grand écart au quotidien? Comment on transforme cette haute tension en électricité qui alimente le projet? La clé, c'est de mettre en place ce fameux protocole de traduction. Le but, c'est pas que Jean-Christophe devienne silencieux ou que Stéphanie devienne bavarde. Ça, c'est impossible. Le but, c'est de créer un langage commun. Un code clair, convenu à l'avance, à utiliser en temps de crise. Des mots de passe de sécurité, en quelque sorte? C'est une bonne image. Pour Stéphanie, par exemple, au lieu du silence, qui est interprété comme un rejet, elle pourrait utiliser une phrase code. Quelque chose comme « J'entends ton besoin de parler, j'ai besoin d'une heure pour moi pour réfléchir, on en reparle après. » Ah, ça change tout. C'est plus un rejet, c'est une affirmation de besoin avec une promesse de retour. Exactement. Ça calme l'anxiété de Jean-Christophe. Et pour lui, le défi, c'est de respecter cet espace. Au lieu d'insister, il peut exprimer son besoin de connexion minimale. Une phrase comme « D'accord, je comprends. J'ai juste besoin d'un signe que le lien n'est pas coupé. » Ça peut être juste un texto plus tard.
Une main sur l'épaule. C'est ça. Ça lui permet de tolérer le silence parce qu'il sait que le canal est juste en pause, pas détruit. J'aime ça, c'est concret. Pour terminer, allons-y avec 3 actions concrètes à mettre en place dès cette semaine. Parfait. La première est pour Jean-Christophe T., l'initiative proactive. Cette semaine, prends les devants sur un projet qui n'est pas émotionnel. Planifier une sortie, organiser un aspect logistique. L'idée, c'est de démontrer un investissement concret. Ça rassure l'énergie capricorne de Stéphanie, qui valorise les actions plus que les mots. C'est une façon de parler son langage. Action numéro 2. Pour Stéphanie, la verbalisation du besoin. À la prochaine petite tension, au lieu de te retirer, teste la phrase code. Même si ça semble artificiel. Dis simplement « J'ai besoin d'espace, je reviens vers toi dans 30 minutes ». Puis observe l'effet. C'est un investissement de 10 secondes pour éviter une chicane de 2 heures. Excellent retour sur investissement. Et finalement, action numéro 3 pour le couple. Activer l'alliance. Planifier 30 minutes cette semaine dans l'agenda pour attaquer un problème pratique ensemble. Un budget, un voyage. Le but, c'est de réactiver consciemment votre super-pouvoir, votre alliance intellectuelle. Ça renforce le sentiment d'équipe. Ça rappelle qu'ensemble, ils sont incroyablement efficaces. Exactement. En résumé, on a affaire à une architecture sacrée de haute tension. Une union qui n'est pas conçue pour le repos, mais pour bâtir, pour transformer. Le potentiel d'un véritable power couple est là, à condition de maîtriser les commandes. La pensée finale pour la suite. La question, c'est plus comment éviter la friction. Ça, c'est impossible. Et même dommage. La friction, c'est la preuve que le moteur tourne. La vraie question, c'est quel chef-d'œuvre cette friction est-elle en train de sculpter? La tension entre ces deux forces, c'est pas un défaut de conception. C'est le réacteur. Et ce réacteur, il peut alimenter la construction d'un empire. La prochaine étape, c'est de décider, ensemble, c'est quoi cet empire que vous voulez bâtir.